Merci de votre brillante exposé. Les données Stirnam, pour prendre l'exemple précis, donc on voit nos feuilles d'assurance maladie. Je ne suis pas certain que quand les gens vont voir leur médecin et donnent l'autorisation à ce qu'il y ait une exploitation de ces feuilles, ce n'est pas uniquement Stirnam, et de voir aussi comment des éthiciens ont été manipulés pour dire que l'exigence de transparence justifiée pour mettre à la disposition du plus grand nombre de chercheurs ces données Stirnam, mais c'est l'appariement des fichiers. C'est-à-dire que ce qui est impressionnant dans cette loi qu'on va voter de manière assez facile, alors que l'article 49 est justifié beaucoup de discussions sur les libertés individuelles, c'est l'appariement de dossiers médico-sociaux avec des dossiers médicaux, au nom du fait aussi que si les personnes refusaient, eh bien leur remboursement pourrait être mis en cause. Ça va être ensuite le filage des personnes qui atteignent tel et tel type de maladie ne sont pas compliantes à tel et tel type de traitement. C'est-à-dire quand on voit les conséquences utilitaires et quand on voit ce qu'on va ériger, j'allais dire, comme norme, avec le consentement de personnalités aussi éminentes que Didier Sicard et d'autres qui ont été complètement manipulés pour dire que c'est une exigence de démocratie et de transparence qu'on accède à ces données, on ne peut être qu'inquiet. C'est-à-dire, je vois mal, et c'est pour ça que vous me permettez votre question, tout ce que vous avez dit, proportionnalité, enfin tout ce que vous avez dit est éminemment extraordinaire parce que ça me fait penser à tous les textes de bioéthique qui existent aujourd'hui. D'un point de vue formel, on a toutes les règles pour qu'on respecte un certain nombre, j'allais dire, de cadrages. On voit qu'au niveau international, c'est très très peu respecté et que la compétitivité des éthiques ou des équipes fait que finalement on renonce. Comment, d'un point de vue concret, alors que c'est les valeurs de la démocratie qui sont en cause, parviendrons-nous les uns et les autres à résister? C'est une question très très pratique, alors que quand on voit la médiocrité du débat parlementaire sur la loi de modernisation du système de santé sur cette question, on peut être affligé, puisque aucun parlementaire n'a pris véritablement une parole pour dire que c'est les enjeux de la démocratie, et notamment, et je termine, des personnes les plus vulnérables. Parce que c'est quand vous êtes vulnérable dans la maladie qu'on va vous manipuler le plus, quand vous avez la possibilité d'avoir des soutiens, des conseils et un environnement favorable, vous n'aurez pas le même type de menace. Non, mais je comprends. Je comprends très bien votre inquiétude en tant que citoyen, elle est légitime. C'est pour ça qu'il faut vraiment cadrer. Et au-delà même de ce que j'ai dit, je crois que ce que j'entends aussi derrière ce que vous dites, c'est qu'il faut se méfier de la subjectivisation de la protection. Il faut se méfier des droits qu'on reconnaît aux gens, de consentir, de s'opposer, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi un ordre public de protection. Il en existe déjà dans le droit à travers l'encadrement de l'hébergement de données de santé, à travers l'interdiction pour les assurances d'utiliser les données génétiques. Il y a une présomption de non-pertinence. Voilà, ils n'ont pas le droit de l'utiliser, ils n'ont pas le droit de... Et là, dans la loi de santé, il y a, et c'est important, de voir comment concrètement on va s'assurer de cette impossibilité des finalités interdites, finalités de prospection commerciale pour favoriser la vente d'un médicament, pour faire de la sélection de risques. Et ça, c'est vraiment important que cet ordre public existe. C'est vrai que les gens, on peut leur reconnaître des droits, bien sûr, et c'est tout à fait légitime, mais ça ne suffit pas. Et la sécurité bien encadrée, c'est de l'ordre public. Vous avez un dernier point, parce que ça a à voir avec ce qui a été dit ce matin dans l'intervention finalement sur l'éthique de la recherche. Quand on dit dans cette loi qui est se moquer du public que les laboratoires n'auront pas accès à ces données, donc le promoteur et l'investigateur sont en connivence avec les laboratoires, et que la recherche est beaucoup financée par le privé, c'est aussi se moquer du monde. Et c'est pourtant dit explicitement par la ministre pour justifier qu'il y aura un cloisonnement de ces données. Et c'est vrai que ce qui est inquiétant, et je termine sur ce point, c'est qu'on n'a jamais autant parlé d'éthique, on n'a jamais autant parlé de biodroit, au niveau national, au niveau international, et jamais on ne s'est autant moqué du public. C'est bon. Non, mais je comprends vous. Mais vous avez pu noter aussi qu'au Sénat, il y a eu beaucoup d'amendements. Là, avant l'été, ça devait être le 23 juillet, beaucoup d'amendements qui allaient dans le sens justement d'une restriction des accès de certains acteurs et d'un meilleur contrôle des finalités pour lesquelles on utilisait les données. Je crois qu'il y a une conscience aussi... Vous avez quand même noté qu'il n'y a pas de cryptage, puisque certains pourront accéder aux données d'une manière décryptée. Il y a cryptage et les données cryptées, et avec l'autorisation du Premier ministre ou autre, certains auront accès à des données. Ah, vous parlez des accès permanents qui vont être reconnus. Je referme la parenthèse, on est déjà trop dit et je me suis déjà... Non, mais je comprends. La moitié de la salle. Je comprends, et notamment, il y a eu un amendement aussi qui prévoyait que... quand il s'agit d'accès permanent justifié par des missions de service public dont vont bénéficier les agences sanitaires, etc., finalement, quand on lit bien le texte, le droit d'opposition des personnes ne s'exercera pas.
Oui, madame, merci beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Dominique de Guidec et je suis un citoyen simple atteint de la maladie de Parkinson. Si je comprends bien ou si je perçois bien ce qui se passe ici et là, j'ai l'impression que le contrat va de plus en plus prévaloir sur la loi. Et donc dans ce cas-là, des groupes liberticides tels que Facebook, etc., si on ne dit pas non, si on ne s'oppose pas que nos valeurs soient sorties et diffusées un peu partout, la loi peut-elle nous protéger, c'est-à-dire peut-elle nous protéger contre nous? Mais nous une démocratie presque à l'envers. Vous avez raison, monsieur, mais le droit nous reconnaît beaucoup de droits. Le droit français reconnaît aux gens beaucoup de droits. Mais je crois que ces droits sont très peu exercés en réalité. Je crois qu'il faut vraiment sensibiliser les citoyens aux droits et aux moyens qui leur sont reconnus. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi nationale de protection des données, mais il y a des associations de patients très organisées et qui défendent les intérêts. Dès qu'il y a une violation de la protection on atteint la notoriété de l'entreprise et finalement, parce que les gens le citoyen est beaucoup plus actif, c'est très efficace aussi d'une autre manière. Nous, on est vraiment, on reconnaît énormément de droits aux gens, mais les gens, je crois, à un moment donné, il y a une sorte de fascination pour la technologie. Ça rend de grands services. Et puis il y a quelque chose de très... c'est vendu d'une manière très ludique, ce qui fait qu'en fait, il n'y a peut-être pas assez de prise de conscience citoyenne de tout ce qu'il y a derrière tout ça, de ce qu'on fait de nos données, que les conditions générales d'utilisation sont parfois pas acceptables et fondées sur la possibilité de réutiliser les données. Et ça, il faut vraiment, et je sais que la CNIL travaille, imposer aux grands organismes justement par défaut d'avoir une interdiction de réutilisation des données. Voilà. En tout cas quand elles sont identifiantes. Juste ça rejoint ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire, moi je suis ravi qu'il y ait ce genre de loi par rapport à ce que je vois à l'étranger, aux États-Unis en particulier. La seule chose, c'est comment les faire respecter, comment garantir qu'elles sont respectées en France, mais également à l'étranger. Vous avez tout à fait raison. Parce que ce qu'on voit, c'est que les données françaises qui sont utilisées à l'étranger ne rentrent pas dans le cadre de cette couverture. Donc ma question c'est, est-ce qu'il y a des mesures de rétorsion, des mesures de contrôle? Parce que c'est pas le tout d'envisager des lois, encore faut-il les faire respecter et les mettre en œuvre. Et la deuxième point, vous l'avez évoqué, c'est, je pense que la meilleure pression reste une pression sociale. C'est-à-dire que si on n'utilise plus, si les gens ont marre de se faire ficher sur Facebook, s'ils n'utilisent plus, c'est la mort de Facebook. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est la même chose à ce niveau-là. Et finalement, la régulation qu'on trouve aux États-Unis par ces petites associations qui font un lobbying infernal, qui se mettent à hurler partout que Coca-Cola c'est un vrai scandale, peut faire plus de mal à l'entreprise qu'une régulation mal contrôlée, mal appliquée. Donc la vérité est probablement entre les deux. Et ce genre d'assemblée, si elle arrive à déclencher ici présente une prise de conscience par rapport à ça, à mon avis, aura plus d'efficacité là-dedans, sauf s'il y a des mesures de contrôle et de régulation qui sont prises. C'était ma question en fait. Oui, vous avez... Si vous voulez bien, on va peut-être couper les dernières questions, si ça vous dérange pas, pour gagner un peu de temps. Merci beaucoup pour votre intervention. Je partage tout à fait ce que vient de dire ce monsieur, et c'est vrai que c'est peut-être le point d'achoppement, c'est le fait peut-être de ne pas avoir quelque chose de coercitif. Derrière, on l'a vu avec la loi Hadopi et les limites de l'application, de voir qu'en fait toutes les lois que l'on peut prendre, les dispositions que l'on peut prendre, si elles ne sont pas suivies d'un dispositif qui permet de les appliquer, ça n'a rien de contraignant. Et peut-être que faut-il penser à l'éducation. Ah, vous avez tout à fait raison. Le mieux, c'est d'éduquer. Plus on est jeune, plus on comprend les enjeux. Plus on comprend les enjeux, peut-être moins Je crois que c'est complémentaire. L'éducation au numérique, c'est fondamental. C'est dans ce sens-là que va le projet de règlement. C'est responsabiliser les acteurs en les confrontant à une obligation de montrer qu'ils font ce qu'il faut pour que les données soient protégées, sensibiliser, éduquer les publics, éduquer les plus jeunes surtout qui utilisent ces outils. C'est fondamental. Et aussi, là où vous avez raison, monsieur, c'est qu'il ne faut pas raisonner en franco-français, c'est évident. Il faut absolument, là, pour le moment, on a tous transposé une directive, mais un peu d'une manière différente les uns les autres. Le droit français étant
peut-être plus protecteur, en tout cas plus contraignant en matière d'autorisation de traitement de recherche. Mais déjà, le projet de règlement permettra d'avoir un droit homogène réellement pour les pays de l'Union européenne. Donc c'est déjà... Et il faut aussi, à travers le G29, qui est l'union de toutes les CNIL européennes, peser dans les négociations pour imposer un modèle. Alors effectivement, normalement, les données ne doivent pas, sans autorisation, aller, quand elles sont... Mais bon, faire des contrôles. Il faut renforcer certainement aussi beaucoup, et je crois que c'est l'objet de la loi numérique, le projet de loi numérique, le pouvoir de sanction de la CNIL. On a bien vu avec l'affaire Google que 150 000 €, c'est très peu. Par contre, la publicité pendant 48 heures, je crois, sur le site Google a fait beaucoup plus de mal à Google que ces 150 000 €. Mais c'est vrai qu'il faut bien reconnaître qu'il faut augmenter, et c'est prévu, le pouvoir de sanction des autorités de protection des données. Quand vous dites qu'il faut que l'usager, on parlera de patient, puisse être acteur, décider, la possibilité de récupérer ces données, de les maîtriser. Je voudrais juste par rapport à ça rappeler ce qui est arrivé avec les lois sur le libre accès des patients à leur dossier médical, qui est un bon sens, qui aujourd'hui pourrait imaginer qu'un médecin puisse faire de la rétention d'informations sur un patient. Le problème, c'est que je suis tous les jours confronté à des patients qui reçoivent des compagnies d'assurance, des courriers leur disant « Veuillez nous envoyer le compte-rendu de votre dernière hospitalisation ou de votre dernière consultation. Si jamais votre médecin le refuse, rappelez-lui l'article temps et qui indique la procédure à faire pour avoir accès à son dossier. » Aujourd'hui, de fait, et par ce biais-là, le secret professionnel a quand même énormément de plomb dans l'aile. Et je crois qu'il faut garder cet exemple en tête dans ces réflexions, parce que quand vous êtes dans une situation du pot de terre contre le pot de fer, en situation de vulnérabilité, quand vous avez une assurance, et les assureurs ne sont pas français, ils sont tous dans des groupes internationaux, et ce ne sont pas les règles françaises qui s'appliquent, ce sont les règles anglo-saxonnes des compagnies d'assurance. Le patient, même s'il a son bon droit, entre guillemets, pour lui, il n'est pas en mesure de le faire valoir aujourd'hui. Et c'est quelque chose, c'est pas du principe, là, c'est du quotidien de nos consultations, ces situations. Oui. Ça répondait vraiment, je crois, à un mouvement de société aussi en faveur de l'autonomie du patient qui voulait se prendre en... On voit bien, vraiment, on voit les gens se prendre en charge, vouloir avoir accès à leurs données, etc. Mais c'est vrai que la conséquence de tout ça, c'est qu'ils les ont, ces données. Et que, en effet, vous avez raison, des tiers peuvent exercer des pressions. Alors, on a pu, par exemple, pour le casier judiciaire, je crois qu'on peut consulter le bulletin numéro 2, il me semble, mais on peut pas en avoir une copie. C'est absolument impossible. Est-ce qu'il faudrait imaginer... Alors, ça irait... Ce serait compliqué, ce n'est pas dans ce sens-là que va la législation avec le droit à la portabilité. Mais vous avez raison, c'est vraiment un risque, c'était une conséquence, un effet collatéral très important. Ça, et peut-être aussi... je crois que la loi Kouchner permet à la personne de demander la possibilité d'avoir une médiation médicale. Mais si elle ne veut pas, elle reçoit l'information avec la charge affective, avec la difficulté technique de la comprendre. Moi, je ne comprends pas mes résultats d'analyse. Mais c'est vrai, il y a à la fois et puis l'aspect humain. Quand on vous annonce un diagnostic mauvais, c'est quand même fondamental. Et il y a comme ça des annonces qui sont parfois vraiment difficiles. Le DMP, on avait réfléchi d'ailleurs à faire un système pour que quand la personne accède à ses données, s'il y a une donnée vraiment, un diagnostic mauvais, à ce moment-là, il y avait un bouton qui permettait au médecin ça empêchait que la donnée alimente le dossier médical tant qu'il n'y avait pas eu la consultation d'annonce. Donc on avait prévu cet aspect humain. Et cet aspect humain, il est fondamental. Merci beaucoup. On va arrêter là pour cette première intervention sans vous.